Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel entretien vidéo et long format inclus dans notre série intitulée Repenser l'islam et pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir Rachid Benzine, le seul spécialiste d'herméneutique coranique que je connaisse, avoir été aussi champion de France de kickboxing. Bonjour à vous. Bonjour. Donc pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je retrace en quelques mots notre parcours. Naissance au Maroc, enfance à Trappes. Vous avez été ensuite l'une des chevilles ouvrières du dialogue islamo-catholique avec le père Christian Delorme dans le quartier des Minguettes à Lyon. Vous avez publié avec lui récemment un ouvrage, c'était au printemps, qui s'intitulait La République, l'Église et l'Islam, une révolution française, on va en parler, c'était chez Bayard. Vous avez aussi dirigé la collection, c'était il y a déjà un peu plus longtemps, Islam des Lumières chez Albin Michel. Vous êtes aujourd'hui associé au Fonds Paul Ricoeur à l'église, à l'église, oula, je confonds parce que vous avez quand même tellement de liens avec, à la faculté de théologie protestante de Paris où vous enseignez. Et vous venez de publier Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir? C'est aux éditions du Seuil. Donc vous êtes la personne idoine pour repenser l'islam avec nous. On voit qu'il y a un vaste champ. Mais du coup, première question évidemment sur ce livre qui vient de sortir. Dans quelle mesure, c'est un livre qui vient d'Ashok, après on va expliquer le dispositif fictionnel, parce que c'est un échange entre un père et sa fille partie à Fallujah avec les djihadistes. Mais dans quelle mesure ces attentats ont déplacé à la fois votre vision de l'islam et peut-être de la société dans laquelle vous vivez? Tout d'abord, ça a été un choc dans la mesure où ceux qui ont commis ces attentats sur le sol français étaient d'abord des Français qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Donc je partage une même histoire avec eux. Ils s'en sont pris à la fois au corps social français, dans la mesure où toutes les couches de la population ont été touchées avec ces attentats. Et dans un second temps, ils font cela au nom d'un Dieu qui appartient à ma propre tradition. Simplement, ils en font une lecture meurtrière. Donc à la fois déchirés par ce constat de gens qui ont grandi ici, qui sont capables de se retourner contre la société elle-même, et en même temps une crise dans la mesure où on se dit à quoi sert toute cette pensée critique si elle est incapable d'avoir un impact sur le réel. Alors ce livre, il se présente comme un dialogue impossible entre une fille partie en terre de djihad et un père qui est lui-même maltraité, enseignant, qui est lui-même maltraité pour les conceptions un peu réformistes de l'islam qu'il enseigne. Est-ce que ce dialogue est impossible et en même temps cette séparation impossible, parce que le père et la fille continuent à s'écrire, il faut la prendre comme une métaphore de la communauté musulmane, même si celle-ci n'existe pas à plein d'égards, comme les deux pôles d'une communauté musulmane déchirée? C'est-à-dire, pour moi, il y a plusieurs interactions. Il y a de la transversalité à travers à la fois la figure de ce père, qui est un philosophe critique, qui fait un travail très critique sur la tradition musulmane et qui évoque un peu ses recherches avec sa fille. Et cette fille, qui a tous les rudiments de la raison critique, qui est une brillante étudiante et qui finit par rejoindre Daesh. Et donc, la question se pose, est-ce que la pensée peut encore sauver ? C'est une vraie question en tout cas qui se doit d'être dite et posée et analysée. Et en même temps, je voulais travailler sur l'idéologie de Daesh, parce qu'on peut gagner le territoire physique, il va falloir gagner le territoire des esprits. Et cette part de l'idéologie qui s'inscrit à la fois dans un imaginaire qui est très important, à coup de références juridiques, parfois coraniques, parfois aussi de la tradition prophétique, à travers un imaginaire musulman, ça c'est quelque chose qu'il va falloir à un moment penser. Et il s'agissait aussi de montrer qu'à l'intérieur du monde musulman, il y a des déchirures sur la conception et le rôle de l'islam aujourd'hui dans le monde contemporain. Et aussi dans une relation à l'Occident, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la question de l'islam sans la poser avec la question de l'altérité, cette altérité qui se veut aujourd'hui occidentale. Ce que vous dites là ouvre pas mal de directions. Peut-être la première, du coup, serait jusqu'à quel point est-ce qu'on peut incriminer l'islam dans la violence qui est commise en son nom, à l'heure où on a à la fois des gens qui mettent juste un signe d'égalité entre djihadisme et islam, et d'autres qui disent non mais de toute façon ça n'a rien à voir avec la religion. À mon avis, il faut sortir d'une double réduction. La première réduction, ce serait dire c'est l'islam. Donc tout ce qui arrive en termes de violence, c'est l'islam. Il s'agit aussi de sortir d'une autre réduction qui dit cela n'a rien à voir avec l'islam. Parce que la question, c'est que ce que nous entendons par l'islam. Aujourd'hui, l'islam, c'est un certain nombre de courants. C'est à la fois un texte, le Coran, la tradition prophétique, la tradition juridique, mais c'est aussi ce qu'en font les gens. Et aujourd'hui, dans le monde musulman, il y a différents types de courants. Il y a l'islam salafiste wahhabite, il y a l'islam des frères musulmans, il y a l'islam djihadiste, il y a l'islam traditionnel, il y a l'islam soufi. Et donc, à partir du moment
où des gens, je dirais, vont chercher des références en ce qui concerne l'islam, c'est important de prendre ça aussi en question et de ne pas dénigrer ce qui est en train de nous être dit. Jacques Derrida disait qu'il ne faut pas confondre l'islam avec l'islamisme. Mais l'islamisme se fait bien au nom de l'islam. Et la question du nom doit être absolument posée. Qu'est-ce qui fait que ce discours est opérant aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ce discours va finalement faire que beaucoup de gens, des jeunes du monde entier, des jeunes avec différentes catégories sociales, et on le voit professionnelles, sont attirés, sont aimantés par le discours idéologique qui est pour moi d'abord à savoir une révolution théologico-politique que propose Daesh et qui nous questionne aussi en miroir. Il est clair qu'on ne peut pas réduire ça uniquement à de la religion, mais ne pas prendre la spécificité de ce mouvement dans son aspect religieux, à mon avis, ce serait tout autant réducteur. Et alors, quelle réponse vous apportez à l'ampleur de ce moment politico-religieux? C'est déjà une question qui est très difficile parce que d'abord, il faut analyser la problématique qui nous est posée. Lorsqu'on voit que, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer à la fois des parents, j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de jeunes qui sont partis en Syrie et qui sont revenus, il faut à la fois analyser le discours de Daesh en termes, je dirais, à partir des outils que nous avons, en termes de discours, en termes de vidéos. Il propose quelque chose. Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qui fait que des jeunes sont aimantés? Et pour moi, il y a au moins 4 rêves, plus une captation d'un certain nombre d'imaginaires. Le premier rêve, c'est le rêve du califat versus la démocratie. Donc on fait appel à une référence à la fois mythique, théologico-politique qui appartient au monde de l'islam versus les non-promesses tenues de la démocratie. Et donc, il y a un moment quelque chose d'une espérance, il y a quelque chose de révolutionnaire, où il y a une proposition de l'avènement d'un nouveau monde qui va être lié à cet imaginaire théologico-politique. Le deuxième rêve, c'est le rêve de la dignité. Donc, face à l'humiliation, face au ressentiment, le personnage dit à un moment, on ne guérit jamais d'une humiliation. Donc il y a dans le discours ou l'univers de sens que propose Daesh, il y a d'abord quelque chose qui relève de la dignité. Le troisième rêve, c'est le rêve de la pureté, qui peut aller jusqu'à la purification. C'est-à-dire que la violence devient un acte moral pour ce monde stable où les catégories sont traditionnellement acceptées. Et puis le quatrième rêve, c'est quand même le rêve du sens qui fait que des jeunes, faute de donner un sens à leur vie, vont chercher à donner un sens à leur mort. Et je crois que Daesh arrive à capter à la fois l'imaginaire des révolutions, notamment des révolutions arabes, il arrive à capter l'imaginaire des salafistes en proposant de la pureté, et il arrive à capter l'imaginaire de l'islam politique en proposant le califat. Et donc il va falloir travailler sur ces 3 imaginaires et voir qu'est-ce qui fait que notre jeunesse, ou une partie de notre jeunesse, soit attirée vers cela. L'abbé Pierre avait une très belle citation, il dit qu'une civilisation se mesure à la qualité des objets de colère qu'elle est capable de proposer à sa jeunesse. Et en miroir, ça nous renvoie à nous. Qu'est-ce que nous sommes capables de proposer, mis à part 2 points de croissance et 2 points en ce qui concerne le réchauffement climatique? Effectivement. Mais du coup, le père de ce récit, qui malgré tout peut des fois être pris comme un double de vous, parce que c'est un enseignant inquiet, qui fait de l'exégèse coranique, on voit bien que les arguments rationnels, entre guillemets, qu'il propose à sa fille, elle lui renvoie ça comme, au fond, le marquage de l'influence occidentale, et elle lui dit, je ne sais plus, mais la raison est ton poison, enfin est un poison. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut produire comme contre-discours quand le discours rationnel, face à ces rêves dont vous montrez l'efficacité, attrape tout et en même temps, parce qu'il se situe sur différents domaines, qu'est-ce qu'on peut produire comme contre-discours quand le discours rationnel est en partie délégitimé? Elle lui dit la raison est devenue ta nouvelle prison. Donc il faut bien se rendre compte que la raison a aussi ses limites et que les facultés de l'esprit, ce n'est pas simplement la raison, c'est la raison, l'imagination, l'imaginaire, l'intuition, etc. Donc à un moment, déjà accepter que notre raison a ses propres limites. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à accepter, puisque nous sommes issus des siècles d'une lumière où on pensait que la raison était souveraine, que la raison, finalement, arrivait à bout de tous les problèmes. Ce n'est pas du tout, je dirais, le cas. Et en même temps, il y a de l'argumentation, c'est-à-dire qu'il a appris à sa fille
tous les outils de la raison critique, et elle finit par retourner cette même raison critique contre les arguments. Et c'est la question de la liberté, c'est-à-dire qu'il lui laisse cette capacité de liberté, puisqu'il lui dit, voilà, il faut subvertir, il faut faire de la déconstruction, et voilà que cette liberté dont elle a hérité, elle en fait autre chose. Et c'est peut-être ça, je dirais, à la fois notre fragilité et le non-sens, quelque part, c'est que au nom de cette liberté qu'on lui donne, qu'on peut donner à certains jeunes, ils peuvent la retourner contre nous. Et là, ça pose véritablement, pour moi, une question. Et la question, c'est quel idéal, quelle espérance? Je pense que tant qu'on n'a pas d'idéal, tant qu'on n'a pas d'espérance, la raison viendra finalement, elle découvrira très vite ses limites. Ça donne quand même envie de vous poser. Je disais en introduction que vous aviez dirigé la collection Islam des Lumières chez Albin Michel. Éditeur qui maintenant publie Éric Zemmour, depuis que vous êtes parti, mais bon, passons là-dessus. Ça peut exister un Islam des Lumières? Est-ce que c'est pas aussi une manière un peu finalement trop européocentrée de penser le rapport entre religion, sécularisation et politique? Au-delà de, je dirais, des appellations qu'on peut avoir sur l'islam moderniste, l'islam libéral, peu importe, etc., moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que nous entendons par islam. Moi qui travaille sur le Coran dans sa société du 7e siècle, j'essaie de comprendre le rapport aux religieux, les modalités du croire, le rapport au surnaturel dans cette société. Si faire ce travail critique, historique, anthropologique, linguistique, c'est l'islam des Lumières, peu importe, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est d'abord de faire ce travail critique. Je dirais parfois avec une critique en termes de radicalité, une radicalité critique, et une infinie tendresse pour les croyants, parce que c'est un texte qui est une parole de vie pour les croyants. Donc on voit bien que dès que nous arrivons sur ce périmètre-là, lorsque nous voulons bousculer les imaginaires, pour montrer comment ce qui est considéré comme une vérité est le fruit d'une construction sociale et historique qui n'a pas toujours été ainsi, automatiquement vous touchez à de l'identitaire. Parce que parler de Dieu, pour beaucoup de croyants, c'est parler d'abord de eux-mêmes. Et donc la question identitaire, c'est une question qui est explosive. Or, ce travail doit être fait. Pourquoi? Parce qu'une religion qui ne subit pas la critique peut devenir liberticide. Et on voit bien que l'imaginaire politique, théologique de Daesh, qui est le fruit du monde contemporain, si le travail avait été fait en termes de déconstruction, il n'aurait pas pu s'appuyer sur cet imaginaire-là, qui continue quand même aujourd'hui à être, pour une bonne partie des musulmans, dans leur tête. Alors ça, c'est une question centrale, parce qu'à un moment, là, le père de Nour envisage que le Coran ne soit pas la parole, à proprement parler, la parole pure d'Allah, pas sa dictée, mais au fond une trace de son message. Oui. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une telle exégèse puisse avoir la moindre action sur des djihadistes dont on voit bien qu'au fond la radicalisation politique précède la radicalisation religieuse? Alors, il y a des deux. C'est-à-dire qu'on ne va pas tomber sur une islamisation de la radicalité ou une radicalisation de l'islam. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est opératoire, c'est l'univers de sens que propose Daesh. C'est ça qui est opératoire. Peu importe que les gens se croient croyants ou des herméneutes ou des exégètes du Coran, il n'empêche que le discours théologico-politique proposé par Daesh crée ce qu'on appelle une dette de sens. Et la dette de sens fait qu'il y a de la reconnaissance et de l'obéissance. Simplement, en bousculant les imaginaires, si ce travail avait été fait, l'emprise, je dirais, de cet imaginaire qui est en train d'être un imaginaire fantasmé, n'aurait pas pu avoir lieu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour passer à l'acte, il vous faut bien un imaginaire, il vous faut bien une idéologie. Et que si cette idéologie avait été déconstruite, peut-être que le discours religieux n'aurait pas été aussi opératoire, on aurait peut-être trouvé d'autres discours. Mais je pense qu'il faut absolument sortir en termes d'analyse pour savoir si c'est une radicalité qui précède l'islam ou si une islamisation qui précède la radicalité. À mon avis, ce n'est pas du tout opératoire, parce que qu'est-ce qui fait que des jeunes du monde entier soient aimantés par Daesh? C'est ça qui doit nous préoccuper beaucoup plus que sur le parcours individuel, qui est simplement celui d'un individu parmi d'autres. Mais alors, à partir de là, est-ce qu'il faut réformer l'islam, comme on l'entend de plus en plus? Et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Moi, je pense d'abord qu'il faut faire un vrai travail critique interne de l'islam d'un point de vue historique. Il y a un vrai déficit d'histoire en ce qui concerne l'islam. C'est-à-dire que l'histoire qui est encore véhiculée, c'est souvent une histoire mythique, une histoire sacralisée, une histoire légendaire. Et même les catégories à partir desquelles on pense la jurisprudence musulmane sont liées à ce qu'on appelle les catégories de la théologie de l'Empire. C'est-à-dire que lorsque l'islam avait l'initiative historique, il a pensé sa théologie, sa jurisprudence en termes de dominant-dominé.
croyant, mécréant. Et c'est ce même paradigme qui continue aujourd'hui à instruire la production juridique. Donc à un moment, il va bien falloir faire une rupture au sens épistémique, au sens de Michel Foucault, pour montrer à la fois comment l'islam devient minoritaire et il doit penser sa condition de minorité. Et cette théologie, cette jurisprudence aura automatiquement des incidences sur la manière du croire. Pourquoi? Parce que les croyances, quelles qu'elles soient, elles ont des effets sociaux, politiques et psychologiques. Il ne faut pas croire que les gens croient comme ça, c'est une implication de l'être, c'est une manière de voir le monde, c'est une manière de se voir soi-même et une manière de voir aussi l'autre. Et dans le rapport à l'autre, si vous changez, si vous régulez les choses autrement, c'est-à-dire que votre perception va elle aussi changer. Si vous divisez le monde entre croyants et mécréants, automatiquement vous catégorisez. Et donc cette catégorisation, elle peut devenir liberticide à un moment. Mais alors, est-ce que l'Europe peut avoir un rôle à jouer dans cette contextualisation du Coran? Absolument. Je pense déjà l'Europe, de par sa politique étrangère, pourrait influencer beaucoup de choses sur cette région, parce que ce qui arrive là-bas aussi, c'est aussi le produit de l'Occident. Je pense qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. L'Occident a participé au malheur de cette région, et notamment à travers le mensonge sur l'Irak. Il faut en être conscient, c'est ce que dit Nour, elle nous révèle des choses que nous refusons de nous voir. Nous avons participé à ce malheur, mais les pays arabes aussi, depuis les indépendances, ont aussi participé, je dirais, à ce malheur. Donc, je pense que les responsabilités sont finalement partagées. Là où l'Europe peut être utile, c'est qu'à partir du moment où il y a une partie de sa population qui est des confessions musulmanes, c'est d'essayer justement que cette population soit la plus intégrée possible, qu'elle ait sa place dans cette société. Et la manière de parler de l'islam, si on en parlait de manière un peu plus apaisée, les choses iraient beaucoup mieux. Et c'est aujourd'hui dans les universités qu'on peut aujourd'hui étudier l'islam sans prendre le risque finalement d'être déclaré comme apostat ou de se faire tuer. Parce que dès que vous touchez ces textes-là d'un point de vue historique, dès que ce que vous allez découvrir va à l'encontre de l'histoire sacrée que l'on se raconte, automatiquement, vous avez des phénomènes de violence, tout d'abord par le discours, par la menace et parfois de manière physique. Lorsque j'ai écrit, il y a quelques années, il y a déjà 12 ans, les nouveaux penseurs de l'islam, il y avait un certain nombre de penseurs, notamment Nasr Hamid Abou Zaïd, qui faisait de l'analyse littéraire du Coran en Égypte et qui a été déclaré comme apostat avec ce qu'il disait. Il disait pas grand-chose qui était capable je dirais, de ce que nous découvrons ici, parce qu'il était encore croyant, il était encore dans les limites de la tradition. Mais lorsqu'il disait un certain nombre de choses sur le Coran, on a voulu, je dirais, on l'a déclaré apostat, ensuite on a voulu qu'il divorce de sa femme, puisque un non-musulman ne peut pas, je dirais, épouser une musulmane, il a dû être obligé de s'exiler à l'Aïden. Donc vous voyez bien que la penser est dangereux. Et on le voit bien même en France, quand on essaye de penser à un certain nombre de choses, les réactions que nous pouvons avoir de part et d'autre. Mais alors, est-ce qu'on peut surmonter cette faille? Parce qu'à la fois, et d'ailleurs, le personnage de votre livre lui-même se fait frapper pour ses vues sur l'islam, son enseignement. Est-ce qu'on peut surmonter cette faille en sachant qu'à la fois, en terre d'islam, il est quand même difficile de faire une exégèse du texte coranique historicisé, qui ne prenne pas la parole pour argent comptant et pure sacralité. Et en même temps, on voit bien dans la titre de Nour que tout ce qui vient de l'Occident lui-même, ou au fond du monde occidentalisé, est rejeté d'emblée. Donc est-ce qu'il est encore temps de surmonter cette faille et comment? Je pense, mais aujourd'hui, tout travail, quel qu'il soit, va être récupéré de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on est dans des logiques identitaires. Vous faites un travail critique interne sur le Coran, vous arrivez à un certain nombre de résultats. Ceux qui n'aiment pas l'islam peuvent très bien utiliser votre travail contre les musulmans. Donc on est dans une tension où je ne vois pas, en tout cas, de solution à long terme face à des montées identitaires de part et d'autre. Et c'est peut-être ça la plus grande difficulté. C'est pour ça que je pose cette question, à quoi sert encore la pensée ? Et à quoi servent encore aujourd'hui les intellectuels? Je trouve que c'est une question que l'on doit aussi se poser, parce qu'avec toute cette production à laquelle j'assiste, moi, dans l'université française, avec les autres collègues qui sont des sociologues, des politologues, etc., on voit finalement que ce type de discours a du mal à être là où il faut qu'il soit. Ce que nous avons, ce sont des discours réducteurs qui jouent sur l'émotion, qui jouent sur la peur, et il est impossible de se frayer un chemin là-dedans. On n'est plus dans les années 70, lorsque Michel Foucault sortait l'archéologie du savoir, ça se vendait à 100 000 exemplaires et c'était lu, c'était débattu. Aujourd'hui, on en est très très loin.
Ouais. Et on a l'impression que aussi un des nœuds qui complique ça, c'est que penser l'islam, ça se réduit souvent, dans le champ médiatique en tout cas, à trier un bon islam qui serait modéré d'un mauvais islam qui serait radical, sans voir qu'il peut y avoir un islam intense, vécu intensément, qui ne soit pas modéré au sens de mou, Ouais. et qui ne soit pas pour autant le sas vers une violence commise au nom de l'islam. Exactement, c'est-à-dire qu'on est dans des catégories médiatiques et on pense les choses à partir des catégories médiatiques. Et ça, à mon avis, c'est le problème que nous avons. Moi, à chaque fois que j'essaie de faire ce travail de critique, comme le font tous les historiens, c'est-à-dire qu'un autre historien qui connaîtrait aussi la langue arabe, qui ferait de l'anthropologie historique, ferait aussi ce type de travail. Et d'un seul coup, on veut réduire ce type de travail dans l'idée de réforme. Or, moi, je dis souvent, moi, je ne suis pas un réformiste, je ne suis pas un moderniste. C'est-à-dire que je n'entre pas dans la lecture du Coran en disant je vais réformer ceci, je fais un travail et ensuite c'est aux théologiens de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de ce travail critique et des résultats. Parce que, automatiquement, il va falloir repenser la question du donné révélé. Lorsque l'auteur dit qu'il conçoit le Coran comme une trace de la parole, puisque la parole est un événement qui laisse des traces, et la parole de Dieu ne peut, même si d'un point de vue théologique, c'est-à-dire que la parole de Dieu, elle a besoin de la parole humaine. Il n'existe pas de parole de Dieu en dehors de la parole humaine. Et la parole humaine, elle est obligée de passer par le langage humain et les langues humaines. Et les langues, ce sont des systèmes qui nous donnent une conception je dirais, de la réalité. Donc si on remonte, la parole de Dieu elle-même est déjà une interprétation. Donc nous passons notre temps à interpréter une interprétation. Le fait de s'en rendre compte de ça va changer automatiquement le rapport au texte. Et donc l'interprétation, elle deviendra un peu plus créative, me semble-t-il. Mais alors, prenons à la fois des exemples concrets où à la fois on sait bien qu'un texte ne vaut que par son interprétation, et dans les moments où on a l'impression qu'il y a quand même des interprétations dont on ne voit plus comment elles pourraient converger, enfin, si ce n'est converger, du moins s'entendre sur un modus vivendi. Le père défend la libre expression des caricaturistes de Charlie Hebdo et se heurte à l'intransigeance de sa fille. Or, par exemple, une anthropologue comme Saba Mahmoud montre bien que le rapport à la représentation n'a rien à voir finalement en islam et dans le monde catholique. Donc qu'il y a quelque chose qui restera toujours opposé. Est-ce que ça peut se dépasser? Ça peut se dépasser parce que même ces traditions sont le fruit de l'histoire. Et donc, à moins qu'on veuille absolutiser un temps de l'histoire. Mais aujourd'hui, vous avez des Français de confession musulmane qui sont occidentaux. Donc ils s'inscrivent aussi dans une épistémée qui est celle de la modernité intellectuelle où on peut repenser aussi les choses. Si vous prenez par exemple le Coran dans son énonciation première, dans sa société du 7e siècle, où le religieux se vit sous la forme de l'alliance. Et au moment où l'islam devient, je dirais, majoritaire en termes dogmatiques, etc., aux Abbassides, on a changé complètement de monde. Donc on va être obligé de repenser l'islam à l'aune des catégories. C'est-à-dire qu'au IXe siècle se pose la question de savoir si le Coran est créé ou incréé. Cette catégorisation, d'où elle vient? Elle vient d'abord des procédés et de la raison grecque. Les chrétiens ont pensé la nature du Christ pour savoir si Jésus était consubstantiel à Dieu ou est-ce qu'il est créé dans le temps. Les musulmans vont reprendre ces mêmes catégories pour penser, je dirais, le statut du Coran. Mais est-ce que le statut du Coran du IXe siècle, je veux dire, lorsque Mohammed parle, il n'y a ni théologien, ni exégète, ni juriste, ni philosophe, ni mystique. Est-ce que on est prisonnier absolument de cette théorisation? Et donc on voit bien que quand le Père dit qu'il est pour les caricatures, parce qu'il a une haute idée de Dieu, et que tout ce que nous pouvons dire de Dieu n'est qu'une représentation. Ce n'est pas une présentation, c'est une représentation. Et donc il dit attention à ne pas absolutiser la représentation. Et c'est là que pour lui la notion de la caricature, elle est très intéressante, parce qu'elle devient un outil théologique pour critiquer l'idolâtrie que l'on peut avoir, soit de la figure du prophète, parce qu'on est dans la figuration quand même, on est dans la représentation, soit dans la figure même de Dieu. Et je pense que dans ce sens-là, la caricature comme outil critique est très intéressant pour le croyant, pour qu'il ne puisse pas idolâtrer ou absolutiser ou être dans une espèce de textolatrie qui n'est plus du tout Dieu. Dieu, si Dieu est Dieu, il échappe au langage, il échappe à la raison. Et donc je pense qu'il faut absolument accepter cette altérité radicale quelque part de Dieu. Le père de votre livre dit qu'il est même pour le blasphème et le sacrilège. Vous iriez jusque-là, vous aussi? Moi, je dirais, je pense qu'il faut faire attention à l'état d'une communauté de destin. Et donc, moi, je ne suis pas là pour essayer de blesser. Si je peux avoir une parole
qui peut blesser, qui va entrer dans une rupture de communication avec les gens, je ne le fais pas. Mais si j'ai le temps d'expliquer en quoi la caricature peut être intéressante et que le blasphémateur n'est peut-être pas celui que l'on pense. Le blasphémateur, c'est celui qui a une conception de Dieu et qui pense que sa conception est la vérité. Le blasphème commence là, quand je commence à unifier ma manière de voir le Coran ou à unifier ma manière de voir de Dieu et j'absolutise, parce que la question de l'absolutisation, la question de la sacralisation d'une représentation, ça c'est peut-être l'élément le plus dangereux. Alors vous soulignez à la fois qu'effectivement aujourd'hui il y a beaucoup de musulmans occidentaux, qu'il faut faire attention à notre communauté de destin qui est quand même fragilisée. Vous, votre réponse aux attentats, ça a été notamment d'écrire ce livre, une réponse par l'écriture. La réponse aujourd'hui de la République française, ça semble être la volonté de construire ou reconstruire un islam de France. Ça veut dire quelque chose, un islam de France, et quoi pour vous? Tout d'abord, je pense qu'il faut délier la question du terrorisme, des attentats avec la construction de l'islam. Je pense que là quand même, il faut faire très très attention. Que l'État puisse avoir des interlocuteurs qui soient valables pour organiser le culte, ça me semble quelque chose de tout à fait, je dirais, normal. Qu'il y ait un islam français ou de France, oui, il suffit d'aller en Belgique et ailleurs pour voir qu'il y a des spécificités de la manière de vivre cet islam qui va être un peu différente. Mais c'est lié, c'est-à-dire c'est lorsque vous allez à l'étranger que vous vous rendez compte qu'il y a quand même une spécificité. Même si l'islam se veut comme une religion universelle, il n'empêche qu'il a des inscriptions sur le cadre de la laïcité, sur le cadre même anthropologique de la société française, qui fait que ça ne va pas donner le même type d'islam. C'est-à-dire que les Belges ne comprennent absolument rien, les musulmans belges que je rencontre ne comprennent absolument rien à notre conception de la laïcité. Donc on voit bien que lorsque nous essayons de leur expliquer que notre islamité telle qu'elle se pratique aujourd'hui, quand je dis notre, c'est l'islamité de la société française, pour ceux qui sont revendiquent, qui sont musulmans, est un peu différente. Oui, je crois que c'est possible, cet islam de France, dans la mesure où ce qui régit l'islam de France, ce n'est pas les lois religieuses, ce n'est pas la charia, c'est avant tout le code civil et le code pénal. Mais est-ce que cette idée que les islams existent dans des versions nationales va pas quand même en contradiction avec le sentiment que l'Oumma la communauté musulmane doit être quelque chose d'uni, à défaut d'homogène? Oui, ça c'est la question de l'imaginaire, c'est pour faire fonctionner l'imaginaire, mais historiquement ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire si vous prenez l'islam du 7e siècle, qui s'intéresse d'abord aux Arabes, et les Omeyyades, de 661 à 750, le prophète est censé mourir en 632. La dynastie des Omeyyades, à partir de Damas, de 661 à 750, il était très difficile de devenir musulman lorsque vous n'étiez pas arabe. Et si vous vouliez devenir musulman, il fallait être accepté et parrainé par une famille arabe, tribu d'Arabie occidentale. Donc on voit bien que toutes ces conceptions, elles sont aussi le fruit de l'histoire. C'est pour ça qu'il faut absolument faire de l'histoire, pour ne pas absolutiser des représentations qui sont finalement très tardives. Il y a toujours eu des islams nationaux, qu'on le veuille ou pas, puisque l'islam n'existe pas sans la culture. Et qu'il s'adapte à chaque fois, historiquement, il s'est toujours adapté aux cultures qu'il a traversées et aux sociétés qu'il a traversées. Donc l'idée qu'il y ait une espèce de religion pure, universelle, cela relève du fantasme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'universel comme cela, il y a des processus d'universalisation à travers l'histoire. Et ça, l'histoire permet de le démontrer. Et l'autre réponse, je dirais, de l'État, de la République française, avec l'idée qu'il fallait des interlocuteurs mieux identifiés, ou en tout cas plus représentatifs, même si la communauté musulmane française, en tout cas, n'est pas du tout homogène, ça a été de dire, bon, voilà, il y a le problème toujours éternel de la formation des imams. Vous vous situez comment là-dessus? Il y a un problème de formation des imams qui doit d'abord inquiéter la communauté ou les groupes de communautés musulmanes. Il n'empêche qu'il y a des gens qui se revendiquent musulmans. Donc ça aussi, il faut savoir, je dirais, l'écouter. Donc c'est bien beau de dire qu'il n'y a pas de communauté musulmane, mais il y a un certain nombre de gens, c'est-à-dire que lorsque le ramadan arrive, on voit bien qu'il y a un groupe à l'intérieur de la société française qui participe ou qui, je dirais, qui fait le jeûne. Donc il y a bien un groupe que l'on peut identifier, même si les identifications, après, je dirais, il y a des sous-groupes. Que la formation des imams soit importante, nul ne peut le contester. Pourquoi? Pourquoi elle dysfonctionne aujourd'hui? Mais parce qu'elle n'est pas d'abord, elle n'est pas pensée.
Et aujourd'hui, il faut se poser la question, que doit être un imam aujourd'hui dans un contexte laïque et dans un contexte de sécularisation? C'est-à-dire que l'imam, s'il veut s'inscrire dans la temporalité qui est la nôtre, il doit aussi passer par les sciences humaines. Il n'y a pas que les sciences religieuses traditionnelles. Aujourd'hui, il y a un paradigme qui est indépassable, qui est celui des sciences humaines. Et donc, à un moment, il va falloir que la formation des imams s'intéresse à la psychologie, s'intéresse à l'approche historique, même parfois à l'approche psychanalytique, qui sont autant d'outils qui sont mis à la disposition, je dirais, des imams. C'est la même chose pour, je dirais, pour les rabbins. Pour un rabbin, il faut avoir un doctorat de philosophie. Pour être prêtre, il faut avoir fait des études. Donc ça me semble que c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui un imam soit conscient de l'environnement dans lequel il vit pour apporter des éléments de réponse. Parce que si les jeunes ne trouvent pas des éléments de réponse à leurs questions dans les mosquées, ils vont aller les chercher sur Internet. Et aujourd'hui, le futur de l'islam, il est sur Internet. Donc il va falloir non seulement former, je dirais, des gens à cette capacité critique, à ce qu'ils connaissent aussi leur propre tradition, mais il faut aussi leur apprendre comment aujourd'hui on va pouvoir communiquer sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, il y a une offre d'islam et une offre concurrente. Et aujourd'hui, par exemple, ce qu'on appelle le salafisme, qui est un kit de survie, a le vent en poupe aujourd'hui sur Internet et sur un certain nombre de quartiers. Parce qu'il apporte des réponses simples, même si elles sont fausses. Oui, des réponses qui sont très simples, mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1961, depuis la création de l'université de Médine, l'Arabie Saoudite a mis beaucoup d'argent pour qu'il y ait cette wahhabisation, je dirais, de l'islam. En 50 ans, l'islam a changé de visage. Et donc la question, c'est qu'est-ce que nous sommes capables de mettre en face, je dirais, de ce mouvement-là qui dure depuis quand même plus de 50 ans. Mais quand vous dites du coup que le futur de l'islam est sur Internet, c'est produire de quoi? Des contre-vidéos, des choses comme ça? Il faut produire du contenu sur Internet. C'est important. Vous avez un discours, parfois un discours qui est dans la rupture. Donc la question, c'est l'islam traditionnel, où est-il? L'islam soufi, où est-il? L'islam historique, où est-il? Donc il va bien falloir à un moment donner la charge pour qu'à côté de cette offre-là, il puisse y avoir d'autres offres. Et c'est très important lorsque vous avez des parents qui disent qu'est-ce que je peux transmettre à mes enfants? J'ai peur de ce que va apprendre mon gosse à la mosquée. J'ai peur de ce qu'il se passe à Internet, puisqu'aujourd'hui, le danger n'est pas seulement à l'extérieur, il est aussi à l'intérieur de la maison, à travers Internet, à travers des enfants qui vont surfer sur un certain nombre de sites et qui bricolent leur identité, d'autant plus qu'ils sont dans une triple rupture. Il y a une rupture vis-à-vis de la tradition musulmane multiséculaire, qui est quand même assez importante. Il y a une rupture vis-à-vis de l'islam des parents, d'un point de vue traditionnel. Puis il y a une rupture vis-à-vis de la modernité intellectuelle. Donc nous avons trois ruptures auxquelles nous devons apporter des éléments de réponse. Mais concrètement, ça pourrait prendre quelle forme? Parce que quand on voit l'efficacité, pour le coup, ne serait-ce que des images que propose Daesh, il faudra quasiment un ministère de la contre-information, quoi. Non, il faut un ministère, je dirais, du savoir. On a besoin de véhiculer ce savoir de telle sorte que ce savoir devienne comme des antivirus. Or, aujourd'hui, nous n'avons ni les moyens financiers, ni les moyens universitaires pour pouvoir le faire. Parce qu'aujourd'hui, dans l'université française, il y a un vrai déficit d'arabisants. On a un seul professeur en ce qui concerne, par exemple, l'espace maghrébin, professeur des universités, il n'en existe qu'un seul. Donc, en 30 ans, l'université française a perdu beaucoup d'atouts et beaucoup de retard. On a des très bons sociologues, des très bons politologues, mais on a très peu d'historiens, par exemple, de l'époque médiévale. On a très peu d'historiens qui soient capables de lire le Coran dans sa société, au niveau même historique et anthropologique. Voilà le déficit auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de la transversalité avec les autres pays. Par exemple, l'Allemagne qui fait tout un travail très intéressant d'un point de vue théologique et historique, parce qu'il y a une bataille idéologique qu'il va falloir mener. Il n'y a pas simplement la bataille sociale, économique, géopolitique, ça c'est très important, mais aussi une bataille idéologique. Et ça, il va falloir que tout le monde s'y mette. Je rappelais en introduction votre travail avec le père Christian Delorme, donc surnommé le curé des Minguettes, et qui avait été à l'initiative, un des initiateurs de la marche pour l'égalité en 1983.
Vous venez donc de publier au printemps dernier avec lui un livre intitulé La République, l'Église et l'Islam, et vous le sous-titrez Une révolution française. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est en train de changer de société, on est en train de changer de paradigme et qu'il y a une révolution qui est là avec le fait islamique qu'il va falloir prendre en compte. Il y a un fait islamique qui s'appuie aussi parfois sur un inconscient collectif qui n'est pas dit, qui est lié aux Arabes et aux Maghrébins et à la guerre d'Algérie. Et donc on a des fractures, à la fois des fractures économiques, des fractures sociales, des fractures politiques, des fractures culturelles, et que tout cela se joue en tension à partir de la variable religieuse, où l'islam devient finalement l'alpha et l'oméga de toutes les problématiques françaises. Et à partir du moment où vous avez l'islam qui s'installe de manière définitive en France, je dirais qu'il y a une part d'arabité et d'islamité de cette société française et qu'elle a du mal à faire en sorte que ces gens-là, ce sont des gens pleinement français. C'est-à-dire qu'on pense toujours le rapport à ces gens comme si c'était des locataires. C'est-à-dire qu'un jour, ils vont partir. Et non, ils sont propriétaires. Et donc, ils sont français. Et il va falloir qu'on fasse avec. Mais alors, pourquoi, face à cette révolution réelle et sociologique et historique, pourquoi est-ce que c'est Éric Zemmour et son idée qu'il faut choisir entre la France et l'islam qui émergent et pas les nouveaux penseurs de l'islam? Parce que c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire c'est toujours cette nostalgie du passé et un passé qui n'a jamais existé et qui est toujours reconstruit en fonction du présent. Simplement aujourd'hui, ce qui est en train de dominer, c'est la peur. Et c'est l'imaginaire qui est en dérive avec des mythes, je dirais, vous savez, au niveau de la raison, vous pouvez apporter tous les chiffres que vous voulez, en termes d'analyse, d'immigration, économique, etc., ça ne suffira pas. Parce que l'imaginaire français a peur, et donc il faut comprendre cette peur. Parfois, cette peur, elle devient irrationnelle. Donc c'est important de dire, vous avez peur? Oui, moi aussi j'ai peur. C'est important de dire, oui, il y a de quoi avoir peur face à un certain nombre, je dirais, de phénomènes. Et la question, c'est comment on va développer cette peur. Et donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des crispations identitaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui défendent des groupes. Il n'y a plus tellement le souci du bien commun, le souci de la société. C'est moi qui suis juif, je vais défendre mon groupe juif. Moi qui suis musulman, je vais défendre mon groupe musulman. Et moi qui suis français de souche, etc., peu importe, je vais défendre l'identité nationale française complètement fantasmée. Ça donne nos ancêtres les Gaulois. Et donc on dit de plus en plus de choses qui sont fausses, mais qui marquent l'imaginaire et qui marquent les ruptures et qui marquent finalement cette opposition qu'on est en train de voir au niveau de la société française. Mais alors comment, je vous repose la question un peu de manière différente, comment est-ce qu'on suscite un autre imaginaire? Parce que à vous entendre, même si par rapport à tout ce que vous disiez, tout votre travail jusque-là, il est important de mettre du savoir dans l'islam, et un savoir qui ne soit pas un savoir figé, et encore moins une croyance complètement sacralisée, mais ça on voit, enfin, même si l'université n'a pas les moyens de le faire, même s'il faudrait penser à aller à la fois sur Internet, former les imams, tout ça, mais imaginons voilà, un truc idéal où les actions publiques sont faites à la hauteur des enjeux. Reste la question, comment on suscite un contre-imaginaire à la puissance de celui qui crée la dislocation d'une partie de notre société? C'est une vraie question. Et donc la question c'est quelles sont les capacités de la société française à générer un imaginaire et à s'appuyer sur des mythes qui sont fondateurs. Est-ce que la gauche s'appuie suffisamment sur les mythes fondateurs dont elle est issue? C'est une vraie question. Marine Le Pen arrive très bien à jouer sur des mythes conservateurs, des mythes du remplacement, qui fonctionnent parce que toutes les sociétés fonctionnent d'abord sur des mythes. Et les mythes mobilisent l'inconscient, mobilisent l'imaginaire. Le problème, c'est ce que disait Spinoza, c'est que face à une passion, pour lutter contre une passion, il faut proposer une autre passion. Quelle est la passion française aujourd'hui? Il n'y a pas de mouvement social politique de fond, de bien commun qui pourrait traverser l'ensemble de la société française. Il y a de moins en moins de mythes qui génèrent, je dirais, une vision à la fois du passé, mais en même temps une promesse vers l'avenir. La question, c'est l'engagement. L'engagement, c'est se donner en gage. Qu'est-ce que nous sommes capables de nous promettre? Et donc là, on voit bien que nous sommes en panne, et c'est une vraie panne idéologique, c'est-à-dire que, mis à part le libéralisme ou les excès, je dirais, parfois fantasmagoriques de certains, il va falloir à un moment susciter un mouvement social, et seule la société civile peut encore nous sauver.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop attendre du politique. C'est-à-dire que si on regarde entre De Gaulle et l'actuel président, les fonctions et les rôles et sa capacité d'agir, on a vu que ça se rétrécit de plus en plus. Et si la société civile n'arrive pas à se réveiller à travers un certain nombre de mouvements, d'organisations pour proposer la société de demain, on n'y arrivera pas. Mais alors, et ce sera ma dernière question, faire surgir tout ce que propose la société civile, c'est à la fois un beau projet. En même temps, prenons l'exemple de votre travail avec le père Christian Delorme, donc, je le redis, qui était à la racine de la marche pour l'égalité, qui a été un moment fondateur, qui continue un travail de terrain dans le quartier des Minguettes depuis des années, auquel vous participez. Et pourtant, on en est là. On en est là et pas là. À la fois, à mon avis, il faut regarder quelque chose qui est assez important. Depuis les événements de janvier 2015 jusqu'au 13 novembre du Bataclan, on a vu que face à ces événements-là, la société tient. Et si elle tient, c'est parce que ça veut dire qu'il y a un travail sur le terrain par les petites gens, par les associations. Et même avec ce qui s'est passé à Nice. Et on sait que Nice, les choses ne sont pas aussi simples parce que vous avez toute une partie, je dirais, des anciens d'Algérie qui sont venus à Nice. Et vous avez tout un imaginaire sur le rapport à l'arabe, sur le rapport à l'ancien colonisé. Donc parfois qui peut être très très violent. Et même là, je dirais, les choses se sont plutôt bien passées avec le drame que nous avons connu. Et donc, du coup, il faut faire confiance à cette capacité de la société française qui s'invente. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, parfois, quand on n'a plus de projets d'ensemble, je regarde ce qui se passe au niveau du terrain, la manière dont les gens tricotent, la manière dont les gens construisent je dirais, du tissu, qui font du bien commun et ensemble. Ça, je crois qu'il faut être attentif à ce type de projet. Vous avez déjà vu François Hollande pour lui raconter tout ça ou il n'avait pas le temps parce qu'il voyait d'autres journalistes? Je l'ai rencontré à 2 reprises. Nous avons eu l'occasion de discuter de cela. Maintenant que vous le savez encore beaucoup mieux que moi, quand ils disent oui et après, il y a tout un monde. Merci beaucoup Rachid Benzine d'avoir fait un détour par nos studios du Passage Brûlon. Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir? C'est paru aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. Merci.